Du tranche de vie, du divertissement, bien comme on les aime, et même un petit roman, voilà ce qui nous attend dans cette vidéo. Est-ce que je valide ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on va commencer avec mon petit chouchou du moment. Il s'agit de Kindergarten Wars aux éditions Kiyun, et c'est écrit par Yu Shiba. On se situe dans le Tokyo de nos jours, dans une maternelle plus précisément, une maternelle un peu spéciale. D'ailleurs Kindergarten, ça vient de l'anglais qui a repris de l'allemand pour dire jardin d'enfants, Kinder comme enfant et Garten comme jardin. Voilà, donc vous savez tout, c'était la minute culture de la journée. Le personnel qui s'occupe des enfants est un peu spécial puisque ce sont des anciens tueurs à gages hyper doués, et donc en fonction des sections de la maternelle, vous avez différentes personnes. Alors pourquoi des tueurs à gages, allez-vous me dire? Parce que ces enfants-là doivent être surprotégés. Ils sont issus de familles, disons, à risque ou bien exposées, et donc ils nécessitent, surtout une petite fille, une protection intense. Et on va suivre plus particulièrement Rita, qui est une tueuse de génie et qui fait partie de l'équipe. Et bien sûr, il y a tout un tas d'autres personnages plus intéressants les uns que les autres, je dois dire. D'ailleurs, on a ici dans ce tome numéro 4 l'intervention de deux personnels, disons, d'une autre classe qui sont eux aussi super doués, et j'aime beaucoup. Mais ce qui me plaît, c'est bien sûr l'action, parce que c'est un titre qui est ultra dynamique. Voilà, vous passez un excellent moment de détente quand vous lisez Kindergarten Wars. Mais ce qui me plaît surtout, effectivement, c'est l'humour que vous avez dedans, parce que vous avez des personnages qui sont toujours prêts à avoir une touche d'humour, et surtout Rita, donc l'héroïne principale, qui cherche l'amour et donc qui pose toujours tout un tas de questions assez banales à des potentiels petits amis futurs, et c'est très drôle. En plus, vous avez une petite love story qui est en train d'être mis en place là-dedans, et ce qui est très drôle, c'est que ce personnage-là, qui est un de tes collègues d'une autre classe, est fan de shoujo, et donc lui il voit la scène, il vous l'analyse et tout, il intervient aussi quand il trouve que ça va trop vite. Donc c'est très drôle. Moi j'ai passé encore une fois un excellent moment. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, du coup ça ne me lasse pas, hein, qu'on insiste beaucoup sur le côté humoristique plutôt que faire avancer l'histoire, parce que vous avez quand même une histoire en trame, en fil rouge, parce que vous avez toute une organisation derrière qui va attaquer l'école. On aimerait savoir pourquoi, on aimerait savoir qui est cette directrice d'école d'ailleurs, qui est tout à fait spéciale. Mais bref, moi je suis toujours autant fan. J'ai eu un vrai coup de cœur pour les 3 premiers tomes, et mon coup de cœur se confirme dans ce tome numéro 4. Voilà, j'ai passé un excellent moment. C'est un petit manga détente que je vous conseille. Je valide bien sûr, par conséquent, Kindergarten Wars. On change de registre maintenant avec Space Brothers de Shuya Koyama aux éditions Pika, que j'ai trouvé en occasion. J'enlève ça d'ailleurs avant que je puisse plus. Donc de quoi nous parle Space Brothers? Donc on a deux frères qui sont passionnés d'astronomie, qui veulent devenir astronautes depuis l'enfance. Un a réussi et pas l'autre, et il se trouve qu'il y a un changement de carrière pour le frangin qui n'a pas réussi puisqu'il était dans l'automobile. Donc c'est celui-ci, et il décide de rejoindre son frère dans les rangs des astronautes prestigieux de la JAX. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc on suit en fait son intégration, le concours qu'il passe, les tests qu'il passe. Et j'ai beaucoup aimé ce tome numéro 3 puisqu'ils sont dans la phase de recrutement. Il y a une phase de test qui est très intéressante, et j'ai adoré le déroulé. Lui il est drôle, moi il me fait rire parce que des fois il nous sort des trucs, et puis en fait après il nous avoue que c'était complètement improvisé. Enfin bref, j'aime beaucoup ce personnage. Il a vraiment une touche qui me fait m'attacher en fait à ce manga, que je trouve très intéressant, qui nous parle du monde des astronautes, ouais, j'allais dire de l'aérospatiale, mais je sais pas si on dit ça comme ça. Vous voyez à quel point je suis nulle en la matière. Tout est bien écrit, ils sont tous attachants. Vous voyez un peu la compétition aussi, parce qu'évidemment les places sont chères dans ce milieu, et Muta, hein, qui est le personnage principal, essaye de faire son trou comme il peut, essaye d'avancer dans cette sélection pour rejoindre son frère. Enfin voilà, j'adore cette épopée vers l'agence spatiale japonaise. J'aime ces différents tests qui sont ultra intéressants. Parfois on voit un peu venir quand même, hein. Pourtant moi je suis pas un génie, hein. Mais j'aime beaucoup cette mise à l'épreuve que l'on voit en ce moment. J'ai hâte de voir la suite. Franchement j'ai juste envie de m'acheter le tome 4. Vous avez compris que je valide complètement ce tome 3 de Space Brothers. Vivement la suite.
On va retourner dans la partie divertissement avec Sakamoto Days de Yuto Suzuki aux éditions Glénat. Ça fait longtemps que j'ai pas lu Sakamoto Days, vous voyez, puisque j'ai lu le tome numéro 6 et je crois qu'on est bien au tome 13, 14, quelque chose comme ça. Bah oui, j'avais envie de me remettre dedans, j'avais envie de lire quelque chose de léger et c'est ce que j'ai eu avec Sakamoto Days qui nous parle de Taro Sakamoto qui est un ancien tueur de l'ombre qui faisait partie d'une organisation et qui a décidé de la quitter parce qu'il est tombé amoureux et qu'il a décidé de changer complètement de vie et de devenir gérant de supérette. Donc il pensait vivre sa petite vie tranquille avec sa femme et avec sa fille, mais bien évidemment quand on a son passé, il ne peut pas vous laisser tranquille comme ça. Voilà, donc vous avez des anciens alliés, des anciens ennemis ou même des nouveaux ennemis qui en veulent à Taro Sakamoto. Et donc lui aussi se forme sa petite équipe de gens autour de lui et pour combattre ces nouveaux opposants. Et d'ailleurs la petite particularité des premiers tomes était que lorsqu'il se remettait à combattre, il perdait très vite du poids parce que évidemment avec l'âge, avec disons l'arrêt de son activité, Taro Sakamoto est un petit peu épaissi, mais il n'empêche que il est toujours aussi badass comme vous pouvez le voir sur cette image. Mais là on voit qu'il y a du changement, on voit qu'il y a un tournant. Ces nouveaux ennemis sont assez stylés. Je trouve que les ennemis dans Sakamoto Days sont plutôt classe. Les bastons, alors là vous en avez à foison, c'est ultra dynamique, hein, vous n'avez que ça. Et vous avez des petits retournements de situation que moi j'aime beaucoup. Bref, vous prenez pas la tête quand vous lisez Sakamoto Days, c'est de l'action, c'est des tueurs plus badass les uns que les autres qui vont s'affronter. Et là vous avez le big boss et tout qui intervient, donc on est plutôt content de lire tout ça. Bref, je suis contente en fait de m'être remis à Sakamoto Days. Alors je valide bien entendu Sakamoto Days, vous l'aurez compris. Toujours dans l'action mais dans un autre style cette fois-ci, j'ai lu le tome numéro 4 de Crying Freeman de Kazuo Koike et de Ryoshi Ikegami. Alors, je sais pas ce que j'ai lu. Alors Crying Freeman, grosso modo, c'est un film un peu nanar des années 80, voilà, si on le prend en premier degré, mais moi j'ai adoré les 3 premiers tomes, parce que il y avait cette extravagance des années 80 que j'ai beaucoup apprécié avec un homme. Là aussi on est dans une organisation mafieuse, alors mafieuse oui, de tueurs qui veulent devenir l'organisation la plus puissante du monde, et puis vous avez ce fameux Crying Freeman, alors qui a un nom mais je l'ai pas du tout retenu, comment s'appelle donc-t-il, Long quelque chose, je ne sais plus, c'est pas très grave. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Crying Freeman? C'est parce que quand il tue quelqu'un, il se met à pleurer juste après. Donc on voit ce parcours dans cette organisation, comment il est devenu à la tête de cette organisation, comment il est super badass, les ennemis qu'il a tués, comment ils sont tous plus difficiles et plus dangereux les uns que les autres et tous ultra tatoués bien entendu. Donc j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, mais alors ce tome là, je peux pas le valider. Je peux pas le valider parce que j'ai eu l'impression de lire un manga pornographique. Il y avait que ça dans le manga et bon à la limite qu'il y ait un peu de ce genre de scène, moi ça me dérange pas, il y en avait aussi dans les 3 premiers tomes, mais là il y avait que ça et je voyais pas en quoi ça servait le récit parce que franchement majorité vous voyez des gens voilà, faire ce qu'ils ont à faire, mais c'était parfois même un peu glauque, je trouvais, c'était un peu malsain. Je comprends le délire, mais je trouve que c'était beaucoup trop présent en fait dans ce tome-là. J'aurais aimé que l'intrigue avance davantage. J'ai apprécié les dernières pages, puisque là, on a de nouveaux personnages, on voit qu'ils vont être importants et que ça a rajouté un petit peu de piment à l'ensemble parce que le piment, moi je le vois pas dans les scènes hautes, très clairement. Moi j'en avais ras le bol de voir ça, je me suis dit ouais c'est un peu abusé et puis aussi il faut dire à chaque fois qu'il y a une nana qui se pointe, il faut tout de suite qu'elle se mette toute nue. Bon, lui aussi, attention, mais il garde quand même son slip. Bref, vous voyez un peu le délire. Et puis vous avez des ours et tout pour montrer qu'on est les plus forts. Il faut le dézinguer en de 2. Enfin voilà, il y a du drama. Je fais gaffe à ce que je vous montre parce que je peux pas vous montrer. Vous avez bien compris. N'importe quoi. Allez là, hop, voilà. Donc vous voyez un peu le délire. C'est hyper dramatique, années 80. On a un gros plan sur les visages. Enfin c'est du too much. Vous voyez, c'est vraiment du too much. Du too much que j'aime beaucoup. Il faut être dans le délire. Je comprends que tout le monde ne soit pas dans le délire. Mais ce tome-là, je voyais pas en quoi ça faisait avancer l'ensemble. Et ouais, non, je suis un petit peu déçue de ce tome 4. On est toujours dans le délire, mais ouais, toute cette
toutes ces scènes de sexe, c'était pas c'était pas très utile et j'ai trouvé même ça, bon, voilà. Donc, je veux quand même lire le tome 5, c'est pas un beaucoup de tomes, hein, Crying Freeman. Donc, je vais lire bien sûr la suite avec grand plaisir, mais celui-là, ouais, j'ai pas été convaincue. Revenons sur une lecture un peu plus légère, Bride Stories par Kaoru Mori, et c'est aux éditions Kiyun. Là, on n'est plus du tout dans l'ère d'avant. Ici, on suit certaines populations, certaines tribus qui sont en Asie, et on est au 19e siècle. Du coup, ces populations avec leurs traditions ancestrales, avec leur manière de vivre. Mais ici, j'ai adoré ce tome, mais vraiment adoré, parce qu'il y avait... Il était plus dynamique que les autres, c'était pas juste montrer les traditions, etc. Mais là, il y avait vraiment des enjeux qui étaient très importants, puisque le village de nos deux héros jeunes mariés se fait attaquer par des voisins qui veulent conquérir des terres, et donc vous voyez comment ils défendent leur territoire. Alors évidemment, c'est plus compliqué que ça, puisque les ennemis ne sont pas forcément complètement des ennemis non plus. Vous avez l'intervention, on le voit en filigrane, d'autres populations, notamment les Russes, qui souhaiteraient que ces peuples-là limite disparaissent, et font tout pour leur donner des armes qui à l'époque sont nouvelles et révolutionnaires. Comment ça chamboule l'ensemble, l'équilibre et qui s'étaient installés dans ces populations et dans cet environnement-là. Et j'ai vraiment adoré, J'ai aussi aimé voir la micro-histoire entre le couple, parce que évidemment les mariages se font très tôt à cette époque. Le garçon a même pas encore 13 ans, mais il essaye de s'affirmer, de montrer qu'il est bientôt un homme face à sa femme qui elle est plus âgée et qui n'attend que ça, qui est presque un peu trop maternelle avec lui. Bref, vous avez de l'histoire du village, l'histoire de ces deux amoureux, et j'ai vraiment surkiffé ce tome, donc je le valide bien sûr complètement. J'avais moins aimé les tomes précédents parce que vous aviez également en fil rouge l'histoire d'un explorateur britannique qui venait visiter en fait ces peuplades, et je le trouvais vraiment pas intéressant, contrairement à Isabella Bird où je la trouvais très dynamique, et vraiment ça, on se focalise aussi sur elle bien sûr, là ce qui n'est pas le cas, mais voilà, il m'a embêté un petit peu, et donc là on le voit pas, donc c'est très bien. Et donc j'ai adoré Bride Stories, comme vous voyez, je l'ai emprunté à la médiathèque. Donc je suis très contente qu'ils les aient. Par contre, ils ont que jusqu'au tome 10. Il va falloir peut-être que je me débrouille pour trouver la suite. Mais en tout cas, complètement fan de ce tome numéro 6 de Bride Stories. Et enfin, pour terminer, un roman, mais un roman japonais de Toshikazu Kawaguchi, Tant que le café est encore chaud. J'ai adoré ce titre, je vous le dis direct, c'est complètement validé. Ça nous parle de plusieurs petites histoires qui se situent dans un café, le Funiculi Funicula à Tokyo, qui a une particularité, c'est qu'il permet de voyager dans le temps une fois dans sa vie. Alors ça ne changera rien au présent, mais peut-être que ça peut faire certains déblocages pour les personnes qui désirent faire ce voyage-là. Alors j'ai appris d'ailleurs que c'était au départ une pièce de théâtre, et ça se ressent quand on lit, puisque les histoires sont relativement courtes, mais il n'empêche que c'était très poignant, que c'était justement écrit, que les personnages avaient tous leur importance, et puis d'ailleurs on le voit en fin du récit, que ce n'est pas plusieurs personnes qui viennent et qui repartent et dont on n'entend plus jamais parler. Certaines ont de l'importance tout au long du récit. D'ailleurs, il y a même une suite à ce premier opus qui s'appelle comment ? Le café du temps retrouvé. Et bref, j'ai passé un excellent moment à lire ça. Je n'ai pas vu le temps passer. On parle des regrets de certaines personnes, on parle d'événements tragiques, de comment vivre son deuil, que ce soit un deuil d'une personne qui n'est plus là, le deuil d'un amour perdu, deuil de moments passés qu'on aurait aimé qu'il se passe justement autrement, des regrets ou pas, des événements qui sont extrêmement touchants, des liens familiaux bien entendu, le poids des traditions, le poids du travail, bref, on nous parle de plein de choses, de la société japonaise, mais pas seulement, parce que ça m'a touchée aussi alors que je ne suis manifestement pas japonaise. En tout cas, bref, je vous conseille, c'est un roman qui se lit vite, c'est très fin, c'est 230 pages à tout casser, 225 pages. Mais vraiment, j'ai adoré. Voilà, le temps que le café est encore chaud. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas voyager dans le temps à l'infini. Il y a une durée de temps. Tant que le café est encore chaud. Bref, j'ai adoré. C'était un excellent moment qui fait du bien, ce roman. Donc je vous le conseille, entièrement validé par conséquent. Et c'est chez qui ? Je ne l'ai même pas dit. Le livre de poche coûte un peu moins cher, 7,90 €. Voilà, prix d'un manga, mais ça met un petit peu plus de temps pour lire. Et voilà pour ce validé pas validé, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis si vous ne pouvez pas attendre ma prochaine vidéo, je vous mets une super bien ici. Allez, à très bientôt.